Nous sommes de retour pour la deuxième partie de notre émission et deux nouveaux invités m'ont rejoint. Madame Félicité Koura Mfege Oona, vous êtes docteur en droit, vous enseignez le droit international à l'université de Yaoundé. Vous êtes précédemment fonctionnaire international à l'ONU. Merci Madame Oona d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié. Émile Boyogeno, vous êtes vous aussi docteur en histoire, vous êtes donc socio-historien et vous enseignez à Sciences Po Paris. Merci Monsieur Boyogeno d'avoir accepté notre invitation. Et Paul Chin est resté avec moi pour cette deuxième partie. Le Cameroun s'est toujours illustré par sa stabilité dans un continent en proie à des bouleversements. Mais quelles solutions concrètes apporte-t-il à la demande politique et sociale de plus en plus forte de la partie anglophone du pays? Élément de réponse dans ce reportage signé Viviane Bauken, une de nos correspondantes au Cameroun. Pour résoudre le problème anglophone qui a suscité une grande effervescence dans la sphère judiciaire au Cameroun il y a quelques mois, le chef de l'État Paul Biya a pris un ensemble de mesures visant à trouver des voies de sortie. L'un des premiers actes forts du chef de l'État était la création, en janvier 2017, de la Commission de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Les membres choisis pour conduire ce processus ont été installés ce jeudi 27 avril 2017 par le Premier ministre chef du gouvernement. Ces 15 personnalités ont la lourde responsabilité d'assurer le suivi et la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles faisant de l'anglais et du français de langues officielles d'égale valeur. Nous sommes tous Camerounais et je pense que tous les Camerounais ont le devoir de non seulement vouloir la paix, mais aussi de rechercher des solutions de dialogue. Il ne peut pas avoir de dialogue dans un sens. Et donc je pense que c'est ensemble que nous pourrons trouver en communiquant et en essayant de comprendre les uns et les autres que nous pourrons trouver des solutions. Derrière cette mesure se greffent d'autres résolutions importantes, parmi lesquelles la création d'une institution pour la formation des avocats, notaires et huissiers de justice anglophones, du redéploiement des magistrats en tenant compte des critères linguistiques, entre autres. Pour les experts, ces mesures représentent un début de solution. Pour ces derniers, de nombreuses choses restent à faire. Pas du tout. Ça ne peut pas répondre au problème anglophone. Le problème anglophone est plus profond, puisque c'est un problème qui est de la crise constitutionnelle, de la crise politique. Mais ce que nous allons faire, c'est de répondre aussi à une composante de ce problème, qui est vraiment la maîtrise de langues, de mettre deux langues au même pied d'égalité, de donner vraiment d'égale valeur à ces deux langues. Je crois que ça c'est un niveau, mais ce n'est pas un niveau tellement holistique, ce n'est pas un niveau complet. Malgré ces résolutions, les observateurs relèvent que le processus reste plombé, car le consortium de la société civile anglophone qui apparaissait comme le premier interlocuteur du gouvernement durant la crise a été dissous et de nombreux leaders demeurent incarcérés. Alors, Madame Oona, outre la mise en place de la Commission nationale que nous avons précédemment évoquée, plusieurs mesures ont déjà été entreprises par le gouvernement camerounais. Alors, on a vu, il y a déjà l'augmentation des magistrats anglophones, du nombre de magistrats anglophones, augmentation des médecins anglophones. Il est prévu la création d'un centre de formation des avocats, des huissiers, des notaires, des notaires également anglophones. Ce sont des mesures qui trouvent grâce à vos yeux, qui sont à la mesure des enjeux? Alors, je pense qu'il ne faut pas faire de jugement de valeur ni avoir un point de vue manichéen sur une question aussi importante que celle-là. Les mesures, pour moi, pour le moment, sont des mesures conjoncturelles. Le problème crucial dans cette affaire, c'est de repenser peut-être la forme de l'État camerounais. On a un système actuel qui est un État a priori décentralisé, unitaire, mais il faut peut-être évoluer vers d'autres formes et je ne veux pas m'avancer. Quelle autre forme? Alors, dans l'actualité, on a beaucoup de revendications. Il y a une bonne frange de la population qui pense qu'on doit aller vers le fédéralisme. Vous êtes en train de nous expliquer que les réponses apportées par le gouvernement camerounais ne sont pas encore à la hauteur des aspirations de vos compatriotes anglophones et qu'il faille radicalement changer la forme de l'État, c'est-à-dire modifier déjà la constitution camerounaise. Ce n'est nullement ce que j'ai dit. Je vous dis très clairement qu'on ne peut pas apporter des réponses conjoncturelles à des questions aussi importantes que cela. Il
faut revoir complètement le système au Cameroun. Concrètement, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas personnellement partisane du fédéralisme. C'est un mot qu'on prononce un petit peu comme ça partout, sans savoir ce qu'il signifie. Le fédéralisme, de toute façon, a montré ses limites dans le passé, dans l'histoire du Cameroun que vous avez très bien évoqué dans cette première partie. Le fédéralisme, tel qu'il est proposé, c'est-à-dire la solution de plusieurs États au Cameroun, n'est pas la solution adéquate. À mon sens, il faut évoluer vers une sorte de solution un peu tierce qui serait une forme de régionalisme. Régionalisme, c'est-à-dire revenir à ce qui s'est passé en France à une certaine période, accélérer la déconcentration. Alors, régionalisme, le terme est formulé autrement dans votre constitution, celle de 1996, qui effectivement parle de régionalisation avec la mise en place d'un conseil régional, etc. La question maintenant, M. Boyo-Guéno, est de savoir pourquoi 20 ans après, ça piétine, pourquoi ce n'est pas fait. Alors, pourquoi ce n'est pas fait, c'est une grande question. Mais plus que les raisons pour lesquelles ce n'est pas fait, il faut venir aux solutions. Je trouve que les solutions qui ont été prises jusqu'ici, les mesures qui ont été prises jusqu'ici sont des mesures qui sont supposées contenter des personnes de bonne foi. C'est-à-dire que, alors je ne veux pas utiliser le terme anglophone parce que c'est un terme générique qui ne désigne personne au fond. Parce que anglophone, francophone, ça ne veut pas dire grand-chose au fond. Vous pensez qu'il n'y a pas de contenu au Cameroun, quand on dit on est anglophone, ça ne veut rien dire. Alors, j'estime que quand on désigne... Alors, quand on parle de la question anglophone au Cameroun, on veut donner le sentiment qu'il y a une coalition de francophones qui font un complot contre les anglophones, qui disent un complot contre les anglophones, ce qui est absolument faux. Parce que, il n'y a pas le groupe anglophone, le bloc anglophone, enfin, ce qui est désigné comme anglophone n'est pas monolithique. Mais il y a une réalité spatiale tout de même. Oui, tout à fait. La réalité spatiale n'est pas la réalité sociologique. Exemple, les revendications des différents groupuscules qui ont été mis là, les revendications sont différentes. Quand vous partez, il y a un camailleux de revendications. Quand vous prenez les évêques, enfin, l'épiscopat anglophone, il a des revendications qui sont plutôt, on va dire, modérées. Vous êtes en train de nous expliquer que l'identité anglophone au Cameroun est une coquille vide. Alors, mais qu'est-ce que ça veut dire l'identité anglophone? C'est comme si... Nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire l'identité anglophone? Nous sommes des peuplades. Non, il faut savoir ce que ça veut dire être camerounais. Le Cameroun, être camerounais anglophone. C'est un hasard historique. Nous sommes des peuplades qui étaient en migration et qui ont été figés dans un espace donné, à un moment donné l'histoire, par des Allemands, ensuite les Anglais et les Britanniques. On a hérité du français et de l'anglais, mais ça ne veut pas dire que on est fondamentalement des Britanniques ou des anglophones. Nous sommes des Camerounais. Et c'est l'idée qui est fondamentale, en fait. Ce qu'il dit est intéressant, Paul Etienne. Est-ce que l'histoire de votre pays a pu forger une identité anglophone, s'il vous plaît? Ça existe. Voilà. Ça existe. Parfait, l'histoire. J'ai dit tout à l'heure, ils sont d'une culture différente de nous, Français. Nous sommes des enfarineurs. Eux, ils croient à la démocratie, par la formation de départ même. Et quand ils ont envie de dire quelque chose, quel que soit, ils le font. On ne peut pas dire que les francophones, sauf les nationaux, sauf les pères de la... Mais pendant qu'on y est, dites-nous, Paul Etienne, c'est quoi être anglophone au Cameroun? Pendant qu'on y est, être camerounais anglophone, c'est celui qui a la culture, historiquement et politiquement, la culture anglaise. Par le fait de colonisation. C'est pas quelque chose comme ça qu'on l'a. C'est pas une notion abstraite. Un anglophone qui naît et grandit à Yaoundé, est-ce qu'il a la culture anglophone? Oui, il a, que tu le veuilles pas, il l'a parce que... Parce que c'est génétique alors? Non, c'est le... Sérieux, 2 secondes ici. C'est le produit de l'histoire. C'est grave. On ne peut pas effacer le produit de l'histoire. Mais je comprends, ce que dit Paul Etienne, vous ne pouvez pas aujourd'hui affirmer que vos compatriotes anglophones qui se reconnaissent une identité linguistique ils n'ont pas choisi. Se fient à une réalité qui n'existe pas, à une notion abstraite. Est-ce qu'il n'y a pas de contenu dedans finalement? On ne dit pas que parler anglais suffit pour être anglophone au Cameroun. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes. Et là, je parle des analystes. Oui. Les analystes qui veulent créer une scission entre anglophones et francophones. C'est la fausse scission. Il y a un mensonge général là-dessus. La vraie scission, le vrai clivage au Cameroun, c'est entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Les have et les have not. Ceux qui ont accès aux ressources et ceux qui n'ont pas accès aux ressources. C'est le vrai clivage. La question est plutôt économique et sociale et non linguistique et identitaire. Absolument. Très bien, j'ai bien conclu votre pensée. Je fais une le régime qui a fait les mensonges. Pour supprimer l'État fédéral,
On ne l'a pas demandé son avis aux autres. On les a trompés petit à petit sans leur demander leur... Ils ont participé librement au référendum de 61 et au référendum de 72. La suite, on ne peut pas faire la demande. La suite n'a pas tenu, effectivement. Le premier qui a mangé dans cette histoire, on ne fait que ça. D'accord. C'est le régime qui a menti. Monsieur Togbe, je souhaite faire une digression. Vous avez parlé de la Constitution de 96, dont l'architecte est une personne dont je porte le nom. La Constitution de 95, professeur Joseph Owena, la Constitution de 96 avait un peu anticipé ces questions-là. Malheureusement, sa pratique a été un peu diluée. Je ne suis pas d'accord avec mon collègue à côté. Il y a bien une question anglophone. Je ne dirais pas un problème anglophone parce que ça génère beaucoup de passion. Il y a une question anglophone depuis les années 60 au Cameroun. On ne peut pas minorer le sentiment de ces personnes qui ont une identité. Se poser la question de la légitimité de leur appartenance à un groupe anglophone, c'est autre chose. Mais on ne peut pas faire de négationnisme sur ces questions-là. Je ne suis pas négationniste sur ce point-là. Je suis négationniste sur la légitimité, sur ce qu'il y a en arrière-plan. Et ce qu'il y a en arrière-plan, ce qu'il faut regarder, parce que ces populations sont trompées. Il y a une élite qui a accès aux ressources, il y a un peuple qui souffre. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que la revendeuse du marché de Tarikon à Bamenda a plus de liens avec la revendeuse francophone du marché de billets massifs. Alors, M. Boyogeno, nous l'avons vu dans l'élément qui est passé, on reproche au gouvernement de militariser les zones anglophones quand il y a trouble pour étouffer des revendications qui sont pourtant légitimes. On peut déplorer ce qui s'est passé en décembre, les brutalités qu'ont subi certaines populations, notamment les étudiants. Mais je veux revenir à la vérité. La vérité, c'est la justice sociale, l'accès aux ressources. S'il y a les étudiants anglophones de Bamenda, de Bambili, souffrent aux galères au moins autant que les étudiants anglophones de Bonamoussa à Yaoundé. C'est ça la réalité. Il y a des gens qui souffrent et des gens qui ont tous les moyens. Et parmi dans cette élite, il y a des anglophones et des francophones. Donc, au fond, votre analyse balaie les différences et conçoit le Cameroun comme étant un bloc homogène désormais. Non, il y en a qui ont et il y en a qui n'ont pas. C'est la vraie question. Parce qu'aujourd'hui, il y a des anglophones qui ne vont pas à l'école. Ça fait 3-4 mois pour Bamenda. Aujourd'hui, il y a des jeux, mais ils ne vont pas à l'école. Demain, qu'est-ce qu'ils deviendront? Madame Ronan, vous êtes juriste, vous enseignez le droit. C'est vrai, il y a des leaders aujourd'hui anglophones qui sont incarcérés. Alors, on sait que dans des moments de crise, la justice joue un rôle social, une fonction sociale de décrispation. Comment faire aujourd'hui pour apporter aussi une réponse judiciaire qui apaise les tensions dans la zone anglophone de votre pays? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire par rapport à ceux qui sont aujourd'hui incarcérés? Alors déjà, pour qu'on parle de justice, il faut qu'elle soit impartiale. Nous n'avons pas tout à fait les gages aujourd'hui de dire que la justice est complètement impartiale au Cameroun. Il faut le dire clairement. Mais ce problème de la justice, il s'est posé déjà dans les années 90, quand on a eu quelques soucis sur le plan historique avec ce même problème anglophone qui n'est qu'une résurgence du passé. Clairement, aujourd'hui, nous avons un pays qui est un pays un et indivisible. Nous avons un seul système judiciaire, même s'il a deux versants duals, c'est-à-dire un système de common law, un système romano-germanique. Il faudrait trouver le moyen d'imaginer une application uniforme du droit dans tout le système camerounais. Vous pensez qu'il faut aujourd'hui unifier le droit positif camerounais? En tout cas, dans ces modalités, il faut pouvoir trouver une manière de le mettre en œuvre qui fasse que tous les Camerounais puissent avoir au moins l'illusion que cette justice est la vraie justice qui s'applique à tout. Ce qui n'est pour le moment pas le cas, M. Togbe. Je veux dire, sur la réaction de l'État comme il était là, il n'y a pas... Je voulais seulement vraiment m'étonner que pour cette revendication politique, ceux qui sont en prison en ce moment devaient y être. Parce qu'ils n'ont pas pris les armes. Mais ils pas n'ont fait aucune violence. On les juge devant le tribunal militaire. Et on leur a envoyé les soldats du BIR. Le BIR, je rappelle, c'est comme s'ils avaient déclenché la guerre, ils ont posé des problèmes politico-sociaux. Mais Paul Otine, on ne peut pas non plus ne pas se poser la question, que fait-on quand l'ordre public est menacé, quand la sécurité des biens et des personnes est menacée? On écoute la revendication et on en débat. On ne commence pas par emprisonner les gens et les maltraiter comme les images ont montré. Parce qu'au départ, ils n'ont tué personne. Ils n'ont même brutalisé personne. Ils ont posé des questions. On a vu des images de violence quand même. Exact, terrible, terrible. La réaction plus que disproportionnée d'un régime paranoïaque. Très rapidement. Ils n'ont tué personne. Ils n'ont blessé personne.
Il semblerait qu'il y aurait aujourd'hui dans les prisons, en tout cas camerounaises, des anglophones qui sont emprisonnés simplement pour avoir exprimé le souhait d'une autre forme de l'État que celle qu'on a aujourd'hui. Et il y en a de vos compatriotes qui font aujourd'hui le reproche à la justice d'emprisonner des gens pour des délits qui n'existent pas. Faire plaisir parce que dire qu'on veut le fédéralisme au Cameroun n'est pas en soi un délit. Non. Alors, Monsieur Togbe, vous êtes journaliste, hein, mais il faut prendre du recul par rapport aux événements. Ah non, moi je vous rapporte les critiques qui sont faites à l'appareil judiciaire, à l'institution judiciaire de votre pays. Il y a des commissions d'enquête qui ont été menées avec le système des Nations Unies. Il y a des rapports qui sont en cours sur cette situation-là. De toute façon, il est déplorable d'établir des juridictions d'exception pour des phénomènes tels que ceux-là. Mais il faut bien que vous vous rappeliez qu'on est dans une période où on a des menaces asymétriques telles que le terrorisme. Et il est effectivement... On ne peut pas les confondre au Boko Haram quand même. Et il ne faut pas tomber dans justement cette tentation de confondre terrorisme et sécessionnisme. Mais je suis une juriste, il n'y a que les faits qui comptent pour moi. Il faut une commission d'enquête pour savoir ce qui s'est passé et puis prendre la mesure et en tirer les conclusions qu'il faudra. Et je crains que ce qu'on a créé là n'est qu'un saupoudrage. En fait, la solution, ça ne va pas résoudre. Tu ne reviens pas au fond, comme elle a dit, vraiment la question de fond. La question de fond, qu'est-ce que c'est? Accepter, c'est-à-dire... Les revendications posées sont fondées ou pas fondées, sont fondées. Donc, selon vous, il faudra le fédéralisme. Si ce pays était une démocratie et bien géré, la question ne se serait pas posée. En démocratie, on accepte le débat. Il n'y a pas... Alors, très rapidement, M. Boyogono, avant qu'on ne marque une coup de pause, quel doit être aujourd'hui l'objectif de cette commission qui a été installée ce jeudi 27 avril par le Premier ministre Philemon Yang? Paul Etienne dit que ça ne va pas servir à grand-chose. Vous pensez que c'est une intelligente idée. C'est ce que le Canada a fait. Donc on imite en cela des précurseurs. Le Canada est une démocratie, je rappelle. La commission existe. On conviendra autour de cette table que le Cameroun n'est pas une dictature. Avec vous, sur un seul aspect, c'est que quand on regarde le texte qui constitue de cette organisation, cette commission, on se demande qui la contrôle, cette commission. Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas vraiment un mécanisme de contrôle là-dessus. Et donc, on va se poser des questions sur sa gouvernance, sur la transparence de ce qui s'y passe. Est-ce que ce n'est pas une autre commission? Mais au fond, les revendications sont fondées. Je propose, messieurs, qu'on marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite. À tout de suite, monsieur.